Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne YouTube et puis merci à tous ceux qui me sont déjà fidèles depuis plusieurs vidéos. Alors je multiplie les vidéos dès que j'ai le temps et c'est vrai que l'actualité au Japon est assez intense en ce moment et que je suis beaucoup prise, mais qu'en même temps j'ai envie de faire des vidéos sur les sujets que je traite, tout en gardant à l'esprit que j'ai pas envie de les faire immédiatement après. J'ai envie de digérer l'information, de bien la synthétiser en moi avant de vous la transmettre. Je déteste l'information qui va trop vite parce que justement elle nie son statut d'information puisqu'elle n'est pas mise en forme si on va trop vite. C'est pour ça que j'aime bien prendre un petit peu de temps. Alors là, je vais vous parler politique à nouveau parce que l'actualité politique est très forte au Japon en ce moment puisque on entre dans une période électorale. Alors c'était pas prévu dans les calendriers électoraux normaux, loin de là, mais c'est arrivé parce que la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, eh bien, a décidé d'un seul coup de dissoudre la Chambre des députés. Alors, cherchez pas les raisons, il n'y en a pas. Elle va pouvoir vous donner toutes les explications qu'elle veut, qu'il y a eu un changement de coalition, etc., et que donc elle trouve bien d'interroger les citoyens sur la politique qu'elle entend mener avec le nouveau partenaire de coalition, etc. Sauf que cette situation de changement de coalition, elle date pas de là maintenant, elle date du mois d'octobre dernier. Et que la Première ministre, quand elle a été interrogée le 5 janvier précisément sur ses intentions, est-ce qu'elle envisageait justement de dissoudre la Chambre des représentants, donc ce qu'on appelle les députés en France, l'Assemblée nationale. Au Japon, c'est la chambre basse du Parlement. Eh bien, quand elle a été interrogée pour savoir si elle avait l'intention de dissoudre cette Chambre du Parlement, elle a dit qu'elle n'avait même pas le temps d'y penser. Donc, restant sur cette réponse, en toute logique, il n'y avait pas de raison qu'aujourd'hui, là, le 26 janvier, je vous annonce qu'elle a dissous la chambre basse du Parlement. Eh bien, si elle l'a fait, parce que, alors, dès le 9 janvier, le journal Yomiuri, sur son site internet, le 9 janvier au soir, indiquait qu'elle réfléchissait à dissoudre la Chambre des députés. Et puis, la semaine suivante, ça s'est confirmé de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle annonce officiellement en conférence de presse le 19 janvier qu'elle allait dissoudre effectivement la Chambre des députés à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire qui était donc prévue le 23 janvier. Donc la Chambre des députés, la Chambre basse du Parlement, a été dissoute le 23 janvier à l'ouverture, sans débat, sans rien. Les députés sont arrivés, on leur a dit la Chambre est dissoute, ils perdent leur boulot, leurs assistants aussi d'ailleurs. Les députés, comme c'est la tradition du parti de Sanae Takaichi, le Parti libéral-démocrate, ont crié Banzai, Banzai, Banzai. Les autres se sont tus, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de crier Banzai quand, au bout d'un peu plus d'un an, en tant que parlementaire, eh bien, ils perdent d'un seul coup, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, leur travail. Sauf que tout le monde se met d'un seul coup en mode élection et que on fait comme si c'était normal, quoi. Alors que c'est pas normal. Une dissolution, normalement, dans les textes constitutionnels, il y a deux grands cas de figure pour les dissolutions. Il y a d'une part parce que le gouvernement a reçu une motion de censure, donc à ce moment-là, il y a une dissolution de la Chambre basse, ou bien parce qu'il y a une forme de blocage des institutions et que la solution, c'est d'appuyer sur le bouton reset. Sauf que là, il n'y a ni l'un ni l'autre, mais qu'on utilise traditionnellement l'article 7 de la Constitution d'une manière un peu surinterprétée pour dire finalement le ou la première ministre peut dissoudre un peu comme il veut, quand il veut. Alors pour vous montrer à quel point la dissolution est quand même quelque chose d'assez fréquent au Japon, eh bien il y a eu en tout, depuis 1947, l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, il y a eu jusqu'à présent 28 scrutins législatifs. Sur les 28 scrutins législatifs, vous aurez du mal à me croire, mais il y en a 27 qui sont le résultat d'une dissolution.
et un seul qui est le résultat de l'arrivée au terme du mandat des députés. Donc, quasiment dans tous les cas de figure, les députés, en fait, ne vont jamais au bout de leur mandat de 4 ans. Et dans beaucoup de cas, c'est le ou la première ministre qui vous garantit, qui vous jure ses grands dieux pendant toutes les conférences de presse avant que non, 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 ils ne songent pas à dissoudre, et puis du jour au lendemain dissolvent. Donc c'est un mensonge permanent, mais un mensonge qui est tellement fréquent qu'il est devenu autorisé. En fait, on sait que tous les premiers ministres mentent sur l'envie ou non et la date de la dissolution, et qu'un jour elle arrive. Voilà. Donc ça, c'est un fait, c'est devenu une habitude de dissoudre. Alors, cette fois pourtant, c'est quand même une exception à maints égards. Pourquoi? Première exception, parce que cette dissolution, elle intervient très peu de temps en fait après l'arrivée de la première ministre d'une part, et puis très peu de temps aussi après la précédente élection, puisque ça fait même pas 1 an et demi que les députés ont été élus. Donc c'est un reset qui est quand même très rapide. En plus, ça arrive en janvier, qui est la pire des périodes pour dissoudre une assemblée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça bloque l'adoption du budget, enfin ça va empêcher l'adoption du budget dans les temps pour l'année comptable qui démarre en avril au Japon. Donc le budget pour l'année d'avril 2026 à mars 2027, eh bien, ne sera pas adopté dans les temps, ça c'est quasi une certitude. En plus, en janvier, c'est la période des examens d'entrée dans les universités, d'entrée dans les collèges, d'entrée dans les lycées, et que tout ça est organisé par les régions qui en plus vont se taper un scrutin national à organiser, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et puis en janvier, c'est la pire période sur le plan météo. Là, on a des quantités de neige effarantes dans la partie ouest du Japon, qui est sous des monceaux de neige par endroit, 2 mètres, 3 mètres de neige par endroit. C'est complètement fou. Et donc, les panneaux électoraux, faut les installer là-dedans. Ils sont recouverts par la neige. Enfin, c'est la pire période. Surtout que les hommes et femmes politiques japonais ont l'habitude en campagne électorale, non pas de faire des meetings dans des salles fermées, etc., mais de faire des discours dans la rue, au pied des gares et autres. Bon, là, c'est mort pour la plupart d'entre eux, sans compter que les électeurs aussi, pour aller au bureau de vote, ça va pas être simple, même si au Japon, en fait, il y a toute une période pendant laquelle on peut voter avant le jour officiel du scrutin. Bon, voilà pour les petites anecdotes. Alors, c'est une campagne express, puisqu'il y aura exactement 16 jours entre le moment de la dissolution et le vote. Et ça n'est jamais arrivé. Aussi court, ça n'est jamais arrivé. Donc, il n'y a pas vraiment le temps de se préparer. Donc, c'est un calcul politique, en fait, de la première ministre, hein, si on veut être clair. Elle a une majorité très courte actuellement à la chambre basse du Parlement, parce qu'elle a réussi à rafler 2-3 soutiens supplémentaires pour constituer une majorité avec son propre parti, le Parti libéral-démocrate, plus Isshin no Kai, qui est un autre petit parti essentiellement centré à Osaka, plus quelques indépendants qu'elle a ralliés à elle-même, et elle arrive ric-rac à la majorité qui est de 233 sièges au Japon. La Chambre des députés est constituée de 465 sièges, dont 176 sont décidés au scrutin proportionnel et 289 au scrutin uninominal à un tour. Et donc, elle voudrait une majorité plus large. Alors, son calcul, c'est de se dire, si je fais tout comme ça d'un seul coup, vu que je suis populaire, on va rafler un maximum de sièges. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Pourquoi? Parce que dans cette dissolution égoïste, en fait, elle a oublié quelques paramètres. Le premier paramètre qu'elle a oublié, c'est que l'ancien partenaire de coalition de son parti, eh bien, s'il était resté tout seul dans son coin, il n'aurait peut-être pas nui beaucoup. Le problème, c'est qu'il est allé s'allier à l'adversaire. Donc, en fait, le parti Komeito, qui faisait partie de la coalition pendant 26 ans et qui était aux côtés du Parti libéral-démocrate du PLD de Sanae Takaichi, en fait, s'est barré de la coalition quand elle est arrivée au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il la déteste. Pour faire clair, il est adossé en plus à la secte Soka Gakkai, qui a énormément de fidèles qui sont très impliqués dans les élections et qui ne supportent pas Sanae Takaichi, soyons clairs. Donc, ça va rejaillir sur le scrutin d'une manière qu'elle a
mal calculé parce que comme ce parti, le Komeito, est allé directement s'allier à son pire adversaire, en fait, non seulement le PLD les élus PLD vont perdre des soutiens venant du Komeito d'une part, mais en plus, ces soutiens-là vont aller à l'adversaire. Donc, dans certaines circonscriptions, ça va vraiment se jouer d'une manière très dure et elle risque rien moins que d'avoir un nombre de sièges avec son partenaire de coalition qui sera inférieur à ce qu'elle a maintenant. Alors dire que c'est une dissolution pour rien, c'est même pire que ça, c'est une dissolution pour perdre. Alors pour essayer d'éviter ça, en fait, Sanae Takaichi joue sur sa popularité. Il faut savoir qu'elle a une popularité à la Taylor Swift qui tourne autour de 70%, 75, 80%, même 90% presque chez les plus jeunes. Chez les plus anciens qui se méfient d'elle, elle a une popularité beaucoup plus basse, mais en moyenne, elle est autour de 70%. Et donc, elle veut jouer sur cette popularité pour se dire, eh ben, voilà, c'est un référendum pour ou contre moi. Finalement, elle transforme cette élection en disant, si je perds, je m'en vais, en référendum, je reste ou je pars, stop ou encore. C'est ce qu'elle est en train de faire et c'est pas gagné parce que la popularité de Sanae Takaichi, comme elle est dans des tranches d'âge qui sont jeunes et que les tranches d'âge jeunes ne sont pas forcément celles qui votent, c'est pas gagné du tout. En tout cas, c'est une dissolution très, très égoïste et qui est vue comme ça, comme telle par une partie de l'électorat qui comprend pas les raisons de cette dissolution. Donc, pour l'instant, il est bien difficile de dire si elle va gagner son pari ou si elle va le perdre. Mais en tout cas, c'est un pari très risqué. Et puis surtout, ce qui est incompréhensible, c'est de créer un vide politique au moment où elle avait garanti qu'elle allait travailler, elle l'a dit 5 fois de suite, au service des citoyens pour que les mesures économiques portent leurs effets le plus rapidement possible et qu'ils soient ressentis par les citoyens. C'est perdu parce que là, en provoquant des élections anticipées, eh bien, elle crée rien moins qu'un vide politique où les ministres vont même plus faire toutes leurs conférences de presse, vont même plus faire leurs déplacements à l'étranger, vont même plus faire leur travail parce que la plupart des ministres sont aussi des parlementaires, donc ils vont aller en campagne sur le terrain. Donc c'est un vrai vide politique. Et en plus, dans un contexte qui n'est pas seulement difficile sur le plan économique national, mais un contexte international que vous connaissez comme moi, qui est vraiment très compliqué, avec un Donald Trump qui est presque devenu fou et qui veut s'approprier la moitié des pays qui sont autour des États-Unis, et une Sanae Takaichi qui en plus est incapable, mais vraiment incapable de critiquer, de faire la moindre critique sur Trump, qui semble coller à ses basques, comme si c'était lui qui décidait de son propre sort à elle. C'est assez phénoménal d'ailleurs parce que le Japon n'arrête pas de répéter vis-à-vis de la Chine qu'il ne tolérera pas un changement de statut international par la force. Et que fait Trump? Il fait que ça, mais il n'a pas du tout de critique de Sanae Takaichi. Donc elle prend un gros risque là aussi, c'est d'être malgré elle emportée dans les élans complètement destructeurs d'un Donald Trump sans avoir à un moment donné eu la jugeote de se dire je vais plutôt me rapprocher de l'avis des autres pays du G7, des pays européens, plutôt que de continuer de défendre mordicus ce que fait Donald Trump. Voilà. J'en reste là pour aujourd'hui. En fait, j'ai fait plus court que ce que je pensais, mais je pense que j'ai fait un bon résumé de la situation. Alors, je ne vous ai pas donné la date des élections, en revanche, c'est le 8 février. Donc, le 8 février, il y aura un tour d'élection législative au Japon avec des résultats qui seront des estimations qui vont tomber à 20h heure du Japon, ce qui veut dire à midi heure française. Donc vous avez de fortes chances de m'entendre sur les antennes de Radio France le jour même, soit au journal de 13h sur France Inter, soit aux journaux de 18h, 19h. Voilà, rendez-vous d'ici là. Peut-être que je referai une vidéo politique avant ça, puisque je vais aller traîner mes guêtres un petit peu partout sur le terrain et interroger tous ces gens. Alors, la première ministre japonaise, je ne peux pas l'interroger aussi simplement que ça. Je peux assister à ses conférences de presse. J'étais là à la conférence de presse du 19 lorsqu'elle a annoncé la dissolution. J'ai pas pu lui poser de questions à ce moment-là, mais étant présente à la conférence de presse, j'ai quand même eu droit à une question écrite dont j'ai reçu la réponse,
qui est une non-réponse, comme très souvent, malheureusement. Voilà, j'espère que vous allez être fidèles à cette chaîne et que je vais vous raconter, la politique japonaise un peu autrement, de manière un petit peu plus vivante, un petit peu plus incarnée, un petit peu plus longue et réfléchie que ce que généralement vous avez droit dans les médias, français, faute de temps et faute aussi souvent d'intérêt pour la politique japonaise qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas toujours intéressante. Et petit bonus, je vous invite à m'écouter pendant 1 heure en discussion avec le youtubeur Mitsu. C'est sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Nous parlons d'information, de désinformation sur le Japon, du métier de journaliste, de comment s'informer sur le Japon, comment trouver des bonnes sources sur le Japon et quelles sont les inquiétudes que l'on peut avoir sur la façon dont le Japon est abordé à la fois par les médias et sur les réseaux sociaux. Ça dure 1 heure, mais c'est passionnant.